immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire avec Isabelle Anbeck, conseillère à la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Pascal Rousseau, doctorante en didactique des langues à l'Université Laval à Québec, et Rita Saboundjian, chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et orthopédagogue au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Bonne conférence. Merci, Émilie. Alors, bonjour à toutes et à tous que je ne vois plus parce qu'Émilie, bonjour Rita. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vois le nombre de participants augmenter de manière proportionnelle à ma tension artérielle présentement. Mais je trouve ça vraiment super que vous soyez si nombreux à vous intéresser au sujet. Je remercie mes collaboratrices Rita et Pascal d'avoir accepté d'animer avec moi. C'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec elles. Ça fait déjà plusieurs années que je les connais. Je tiens à remercier aussi, bien évidemment, la DILI de nous avoir permis de faire cette présentation-là dans le cadre des midi-conférences. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. On a très peu de temps, 45 minutes avec une période de questions. C'est peu pour aborder un sujet en profondeur, mais on va faire de notre mieux pour vous donner un bon portrait des enjeux et des pistes d'intervention, comme le disait Émilie. Alors, je partage mon écran. Voilà. Émilie, tu peux me confirmer que tout est beau? Oui, tout est beau. Super. Alors, puisqu'on est à l'heure du dîner, ce qu'on vous propose au menu, c'est quelques éléments de contexte sur le sujet. Qui sont ces élèves? Quels sont leurs défis et ceux du milieu scolaire? Quelques mots sur l'organisation et le continuum de services et enfin et surtout les différentes sphères et leviers d'action qui réfèrent à notre pouvoir d'agir et de faire la différence auprès de ces élèves. On va aussi vous transmettre des ressources qui vont pouvoir participer à votre développement professionnel. Alors, Rita et Pascal se sont vus octroyer un contrat par la direction des programmes d'études en formation générale des jeunes. Elles y travaillent toujours. Elles ont le mandat d'effectuer une revue de littérature sur les élèves en situation de grand retard scolaire, mais aussi elles collaborent à l'élaboration, à la production de documents et d'un plan d'accompagnement pour le réseau. Alors, c'est une bonne nouvelle. Comme le disait Émilie, parmi les élèves immigrants qui sont nouvellement arrivés, il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont en situation de grand retard scolaire. Et on entend donc des élèves qui ont 3 ans et plus de retard par rapport au système scolaire québécois. Et ça peut aller de l'analphabétisme complet à un retard plus ou moins important et à des degrés divers selon les disciplines, mais aussi en fonction des différentes pratiques de littératie et de numératie auxquelles les élèves ont pu être exposés avant leur arrivée. On nous demande souvent, il y a combien d'élèves, quel est le pourcentage d'élèves dans cette situation-là au Québec? C'est très difficile à mesurer parce qu'il y a plusieurs pratiques de repérage et de déclaration des services dans le système Charlemagne du ministère qui ne nous permet pas d'avoir des données précises sur le nombre d'élèves dans notre système scolaire qui sont dans cette situation-là. Mais ce qu'on sait, bien évidemment, que c'est une situation bien réelle qui préoccupe le milieu scolaire et tout particulièrement les enseignants depuis longtemps, et je vous dirais avec raison. Les politiques en matière d'immigration, vous le savez, ont favorisé dans les dernières décennies l'accueil des personnes réfugiées dans différentes régions ciblées du Québec. Les élèves en situation de grand retard scolaire peuvent y être surreprésentés. Par contre, ce qui est important de spécifier d'entrée de jeu, c'est que ce ne sont pas tous les élèves qui sont en situation de grand retard qui sont des élèves réfugiés et les élèves réfugiés ne sont pas tous en situation de grand retard scolaire. Alors, ceci dit, comment est-ce qu'on accueille ces élèves à l'école québécoise? En prenant en compte tous leurs besoins scolaires, sociaux, affectifs. Comment est-ce qu'on s'assure de maintenir des attentes élevées envers eux, de soutenir leur persévérance scolaire? Comment est-ce qu'on peut tirer profit de leur bagage de savoir, d'expérience et soutenir les transferts possibles vers les nouveaux apprentissages qu'ils effectueront ici? On s'entend tous sur l'importance d'apporter un soutien à l'ensemble des élèves immigrants qui sont nouvellement arrivés, mais on sait aussi qu'une attention toute particulière doit être accordée au groupe d'élèves considérés comme étant plus vulnérables et à risque d'éprouver des difficultés dans leur cheminement scolaire. Et c'est le cas de nos élèves en situation de grand retard scolaire. Donc,
pour que les élèves aient des chances égales de réussite, il faut que l'école reconnaisse les différences qui les distinguent, individuellement ou collectivement. Et c'est donc dans cette optique-là qu'on met en place des interventions équitables, diversifiées puis adaptées à leur situation. Donc, c'est notre optique aujourd'hui en vous présentant notre contenu. Mais avant tout, là, avant de parler des élèves, de leurs défis, ceux de l'école et des interventions qu'on juge pertinentes envers eux, je pense que c'est important de se rappeler quelques orientations de notre politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle, dont la première qui porte sur la responsabilité partagée de cette intégration-là. Donc, on le répétera jamais assez, tous les enseignants, le personnel qui intervient auprès de ces élèves-là a une responsabilité par rapport à leur intégration. Et la deuxième orientation de la politique touche spécifiquement la question des élèves en situation de grand retard scolaire qu'on ne nomme pas comme tel dans la politique et l'orientation touche la réussite des élèves qu'on dit nouvellement arrivés en difficulté d'intégration scolaire. Alors, on pourrait se questionner sur cette terminologie-là. Selon moi, parler de difficulté d'entrée de jeu, c'est peut-être un peu trop rapide, mais ce sont très certainement des élèves qui sont à risque et pour lesquels on doit mener des interventions immédiates et appropriées. Et vous verrez que nos propos, les propos de notre présentation s'appuient sur d'autres orientations de la politique. Par exemple, l'importance de l'établissement de liens entre l'école, la famille et la communauté. L'apprentissage de la langue qui doit être considéré comme un processus continu. Je dirais l'apprentissage de la langue et de l'intégration dans son ensemble, scolaire et social, ça s'inscrit dans un processus continu. Ce n'est pas une démarche ponctuelle. Ça fait référence ici là, au continuum de services, entre autres, et aux transitions, dont on va parler un peu plus loin. Notre ouverture à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse, entre autres pour des raisons pédagogiques, et la question de la formation initiale et continue du personnel, dont on connaît l'importance pour bien répondre aux besoins des élèves. Donc, dans la politique, on parle d'intervenir le plus rapidement possible au repérage des élèves, de ces élèves-là, et d'axer sur le français, pas seulement comme langue de communication et de scolarisation, mais aussi axer sur les contenus des autres matières. Ensuite, on parle d'établir des liens avec les parents pour qu'ils puissent participer activement à la réussite scolaire de leur enfant. Et on note aussi que sans une intervention appropriée, les jeunes dont on parle ici, surtout ceux qui sont arrivés dans le système québécois à l'âge de 13 ans ou plus, donc au secondaire, sont exposés à ne jamais obtenir leur diplôme d'études secondaires au secteur des jeunes bien souvent. Donc, on doit mettre en place des mesures compensatoires qui sont efficaces à leur intention. Alors, voilà pour la politique. Alors, quels peuvent être, qui sont ces élèves, en fait, de qui on parle? Ben, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas les mettre dans un tout, hein, de les rassembler en un tout homogène. Donc, il s'agit d'un groupe d'élèves extrêmement hétérogènes qui ont des parcours péri- et post-migratoires, des expériences personnelles, familiales, culturelles et scolaires très diversifiées. Donc, il peut s'agir d'élèves qui ont une excellente capacité d'apprendre ou encore, tout comme l'ensemble des élèves, qui peuvent avoir des difficultés diverses d'adaptation ou d'apprentissage. Sur le plan de l'histoire migratoire, on comprend que plusieurs élèves viennent d'un contexte social ou politique qui est instable au pays d'origine, un contexte de transition en raison de la guerre, d'une catastrophe naturelle, etc. Ces élèves-là peuvent avoir eu des expériences de transit dans plusieurs pays, être passés par des camps de réfugiés, avoir vécu des séparations familiales et une modification des rôles dans la famille. On retrouve une perte du réseau social, des risques d'isolement et leur statut d'immigration précaire mène à des inquiétudes pour les personnes demandeurs d'asile ou demandeuses d'asile ou réfugiés. C'est une migration qui n'a pas toujours été choisie, désirée. Et pour les élèves qui s'identifient ou qui sont identifiés à des groupes minoritaires, ils peuvent aussi rencontrer des situations de marginalisation ou d'exclusion, donc être victimes de discrimination en raison de leur parcours qui est atypique. Ils vivent aussi un processus d'acculturation qui est multidimensionnel et complexe.
et un processus de construction identitaire délicat, surtout à l'adolescence. Pour ce qui est de leur expérience socio-scolaire, on le sait, ils peuvent n'être jamais allés à l'école ou avoir eu une scolarisation interrompue. Ils peuvent avoir une certaine maîtrise de la langue de scolarisation ou pas du tout, avoir eu un accès limité à l'école dans le pays d'origine, avoir vécu des situations de discrimination en raison de leur sexe, de leur confession religieuse, de leur appartenance ethnique, avoir eu une résidence qui était éloignée de l'école, donc difficile de s'y rendre, des difficultés socio-économiques, etc. Ensuite, dans les camps de réfugiés, certains peuvent avoir reçu une certaine scolarisation, d'autres pas du tout. On a parlé des possibilités de transit dans un ou plusieurs pays avant d'atterrir ici. Et donc, ils ont pu recevoir un enseignement, mais dans plusieurs langues. Et ils ont fréquenté, si c'est le cas, un système scolaire avec des pratiques et des enseignements qui sont très différents de ceux qu'on retrouve au Québec. Les retards scolaires vont être en lien avec un nombre X de disciplines qu'on aborde dans le programme de formation de l'École québécoise. Ils ont une connaissance variable de notre système scolaire à leur arrivée et une méconnaissance des valeurs de socialisation qui sont véhiculées par notre milieu. Ensuite, pour ce qui est du contexte socio-économique, on sait que pour les parents, souvent, il y a une déqualification socio-professionnelle qui s'opère, une instabilité financière qui est parfois temporaire, mais pas toujours, avec parfois un soutien financier qui est acheminé à la famille qui est restée au pays d'origine. Ils peuvent avoir une résidence en milieu défavorisé aussi avec un logement plus ou moins adapté à leurs besoins. Et des familles qui sont qu'on retrouve en contexte de défavorisation au niveau du capital social et culturel. Enfin, pour la question de l'état de santé, on sait que ces élèves-là peuvent aussi avoir une santé mentale qui a été mise à rude épreuve, donc en raison des séparations, des pertes, des deuils, et qui peuvent avoir été exposés à des situations difficiles de violence, de traumatisme, mais pas toujours. Et comme l'ensemble des élèves, peuvent arriver avec des maladies, des handicaps, des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Reste que pour la famille, c'est souvent une situation qui met énormément de pression sur elle et donc ça nécessite un soutien à cet égard-là aussi. Donc, toutes ces situations de vulnérabilité-là, ça semble bien sombre. Ce ne sont pas tous les élèves qui vivent toutes ces situations-là liées à leur histoire migratoire, expérience socio-scolaire, son contexte socio-économique ou état de santé. Il y a des situations qui sont extrinsèques à l'élève, d'autres qui relèvent de l'élève, des élèves eux-mêmes. Mais ces situations-là ne s'excluent pas nécessairement. Et quand elles sont combinées, quand il y a plusieurs de ces situations-là qui existent pour les élèves, ça présente des défis supplémentaires importants pour eux et aussi pour le réseau, pour le milieu scolaire qui les accueille. Alors, quels sont leurs défis? Au niveau de la réussite scolaire, on sait que les élèves de première génération, de manière générale, surtout ceux qui sont arrivés plus tardivement dans le système scolaire, n'obtiennent pas leur diplôme dans des proportions comparables aux élèves de deuxième ou de troisième génération. J'en parlais, là, les élèves arrivés plus tardivement dans le système scolaire réussissent plus difficilement à obtenir un diplôme ou une qualification, au secteur des jeunes du moins. Et les élèves qui ont eu des parcours scolaires et migratoires plus difficiles font aussi partie des élèves qui peuvent être considérés à risque de ne pas obtenir de qualification ou de diplôme au secteur des jeunes. Alors, leurs défis, on les connaît. L'apprentissage du français, qui est un défi partagé par l'ensemble des élèves allophones qui nous arrivent. L'apprentissage de l'anglais langue seconde. Donc, on se questionne pour les élèves en situation de grand retard scolaire. L'apprentissage simultané de 2 langues secondes pose-t-il problème? Il y a très peu d'éléments de réponse dans la recherche. On sait de façon générale, pour nos élèves immigrants nouvellement arrivés, l'apprentissage de 2 langues secondes ou simultanément le français, l'anglais, pose pas de problème. Pour les élèves en grand retard scolaire, c'est plus mitigé. Donc, je pense qu'il faut y aller avec du cas par cas. Ensuite, la socialisation à la culture et aux fonctions de l'écrit, le développement accéléré de la littératie dans une langue autre que leur langue maternelle ou leur langue d'usage.
le développement accéléré de la numératie. Hein, on voit l'aspect temps là-dedans qui joue énormément. Donc, toute la question du rattrapage accéléré des contenus scolaires, disciplinaires. Le développement de la pensée critique, d'habiletés cognitives et métacognitives de haut niveau qui n'ont pas toujours été travaillées dans un contexte scolaire, du moins, classer, comparer, définir, évaluer, expliquer, résumer, synthétiser, interpréter, tout ça. Et évidemment, les apprentissages qui sont relatifs à l'organisation, aux pratiques et à la culture de l'école. Enfin, il y a la question des nouvelles technologies, des compétences numériques qui sont indispensables, comme pour l'ensemble des élèves, à leur intégration scolaire et professionnelle. Et ce qu'on peut dire à cet égard-là, c'est que toute cette question des technologies-là peut devenir porteuse d'exclusion pour des élèves qui n'y ont jamais ou peu eu accès avant leur arrivée. Et enfin, la possibilité de choc ou de conflits culturels qui vont être associés aux coutumes, aux normes, aux attitudes, aux règles, aux croyances et aux valeurs. On invite les centres de services scolaires à inclure la question de la réussite des élèves immigrants nouvellement arrivés en grand retard scolaire dans leur plan d'action et de réussite et de déterminer des moyens concrets pour aider les élèves et le personnel à relever les défis qui sont associés à cette situation-là. Alors maintenant, les défis du milieu scolaire, quelques défis, parce qu'il y en a plusieurs, vous le savez. La question du manque de personnel, je dirais point. Manque de personnel expérimenté auprès de ces élèves-là. Le manque de formation initiale et continue du personnel. Les enseignants se disent souvent peu outillés au regard des élèves en grand retard scolaire. Ils n'ont pas nécessairement reçu de formation initiale ou continue qui leur permettent de mettre en œuvre des stratégies de comblement de l'écart scolaire, des stratégies d'enseignement auprès d'élèves à risque et même plus largement de formation au regard de l'enseignement de la langue, de la didactique de la langue seconde ou lié au développement de la littératie, de la numératie chez les élèves plus âgés, mais aussi sur la prise en compte des langues maternelles ou d'usage des élèves. Puis on pourrait aller aussi jusqu'à dire que ce ne sont pas tous les enseignants qui ont reçu une formation au regard des besoins psycho-affectifs des élèves. Donc, puis ça, c'est des défis qui s'ajoutent à l'arrivée des élèves en cours d'année, puis à la création de groupes homogènes en termes de profil ou de besoins. On sait qu'avec nos élèves en situation de grand retard scolaire, là, ça crée tout un défi en termes de différenciation pédagogique. Pour ce qui est de la communication avec les parents, c'est aussi un défi qui est souvent mentionné. Leur manque de présence ou de participation à la vie scolaire de leur enfant peut être confondu avec un manque d'intérêt pour l'école. C'est malheureux parce que les jugements qui découlent de cette perception-là vont pas aider à rapprocher la famille de l'école. Puis on sait que lorsqu'elle collabore, ça participe à la réussite éducative des élèves. Puis il faut savoir que de manière générale, les familles ont une perception positive de l'école et une confiance en l'école. Puis ça constitue un point d'appui pour l'établissement de liens de confiance. La question du matériel adapté, c'est aussi très souvent nommé comme étant un défi majeur parce que, oui, le matériel concret, authentique est à privilégier, mais quand l'écart est important entre les compétences en littératie qui sont normalement attendues des élèves plus âgés et les compétences de nos élèves en grand retard scolaire qui sont peu développées au niveau de la littératie, ça crée un problème au niveau de cette utilisation de matériel. Donc, ça demande énormément de créativité, de recherche pour trouver un matériel adapté. Pour ce qui est des défis, là, parce que j'ai l'impression qu'on peint un portrait très lourd et très sombre, mais je pense que c'est très, très important déjà de revenir au titre de notre présentation qui porte sur notre pouvoir d'agir. On peut compter aussi sur notre pouvoir d'agir, mais aussi sur les élèves qui sont au cœur du projet migratoire de la famille, bien souvent, et qui fondent un espoir sur cet avenir et sur l'école. Les jeunes ont souvent une grande capacité de résilience également. Puis, ce que je pourrais dire, c'est que la perception qu'on a de ces jeunes va beaucoup influencer
leur progression, leur estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si on a une perception ou comment je dirais, une perception qui est centrée sur l'aspect déficitaire de leur situation au lieu de se centrer sur leurs habiletés, leur capacité d'apprendre et de progresser, ça leur porte préjudice puis ça va influer sur leur parcours. Donc, il faut vraiment pouvoir reconnaître les apprentissages qu'ils ont pu réaliser à l'extérieur du cadre scolaire parce qu'ils en ont des connaissances, ils ont des expériences personnelles, ils n'arrivent pas les mains vides. Ils ont une maturité intellectuelle, une capacité de réflexion, des talents, des habiletés. Et ils peuvent asseoir sur tout ça leurs nouveaux apprentissages. Donc, on le répète souvent, mais ces élèves-là n'ont pas, comme l'ensemble des élèves nouvellement arrivés, de difficultés intrinsèques qui vont pouvoir limiter leur capacité d'apprendre et de progresser. Puis on sait qu'il y a trop de jeunes en situation de grand retard scolaire qui sont encore considérés comme des élèves en difficulté d'apprentissage. Et puis, ça peut devenir facile de sous-estimer ce dont ils sont capables si déjà on a cette perception-là d'eux quand ils arrivent. Puis se rappeler aussi que ça peut être frustrant pour eux de ne pas pouvoir faire la démonstration de leurs connaissances, de leurs habiletés cognitives et de leurs autres compétences, alors qu'on se concentre uniquement sur ce qu'ils n'ont pas fait ou auparavant ou tout le rattrapage qu'ils ont à faire. Je dirais peut-être par rapport à leur capacité d'apprendre et de progresser, que c'est tout au long de la vie. Donc, tout n'est pas joué à l'entrée au secondaire ni à la fin du secondaire. Parce qu'on entend souvent des propos du genre « l'élève n'aura pas le temps » ou « il ne sera jamais capable d'obtenir un diplôme ou une qualification ». Peut-être que ce sera le cas au secteur des jeunes, mais le discours du personnel scolaire doit permettre aux élèves de comprendre que tout n'est pas joué pour eux quand ils sont à l'école, que ça peut se poursuivre, qu'il y aura toujours possibilité d'apprendre, de poursuivre des apprentissages, notamment dans les centres d'éducation pour adultes. Et finalement, notre pouvoir d'action, la recherche le souligne, là, que malgré les défis importants auxquels sont confrontés ces élèves-là, leur profil de départ ne sera pas plus déterminant dans leur réussite éducative que nos pratiques, puis les interactions en milieu scolaire, puis les dynamiques familiales et communautaires. Donc, on a un pouvoir d'action puis une influence sur le cheminement de ces élèves-là, ce qui est en soi encourageant. Pour ce qui est du continuum de services, d'abord, le protocole d'accueil. Alors, on en entend souvent parler, mais il ne faut surtout pas minimiser son importance parce que c'est une démarche qui est indispensable comme point de départ pour mieux connaître les élèves, mais aussi pour organiser les services qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. C'est une démarche qui est individuelle, qui va prendre en compte les spécificités de chacun des élèves et non du sous-groupe d'élèves. Donc, les différentes étapes du protocole, l'inscription, les évaluations initiales en français, si possible, en langue maternelle ou d'usage ou dans les autres langues que l'élève peut connaître aussi. L'entrevue initiale avec les parents sont particulièrement importantes, je dirais, pour les élèves qui ont eu un parcours scolaire atypique et pour qui on doit rapidement, là, en toute connaissance de cause, poser des interventions là, qui peuvent être autant d'ordre scolaire, social, affectif, physique, psychologique, etc. Donc, c'est pas exclusivement une démarche administrative. L'accueil des élèves et de leurs besoins se fait pas seulement à l'arrivée. Donc, c'est pas une démarche ponctuelle, c'est fait, on a récupéré de l'information, c'est terminé. Ça fait partie d'une démarche en continu et ça relève d'une responsabilité partagée. Donc, ça appartient pas juste au centre administratif des centres de services scolaires, ça appartient aussi aux établissements scolaires jusque dans la classe et parfois en collaboration aussi avec des partenaires communautaires. Vous avez possiblement entendu parler de l'outil diagnostic en mathématiques qui a été conçu par le ministère il y a plus de 20 ans déjà et qui visait le repérage des élèves en situation de grand retard scolaire. Ce que je vous dirais à ce sujet-là, c'est qu'on pense maintenant qu'un seul outil de cette nature-là, c'est très limitatif. Donc, ce qu'on suggère, c'est une approche beaucoup plus holistique de la situation. Donc, l'interprétation d'une situation de grand retard scolaire doit se faire avec souplesse. Donc, à l'aide de plusieurs interventions, plusieurs observations, plusieurs évaluations, et en fonction des renseignements déjà recueillis en entrevue avec la famille, puis surtout à travers les observations en classe qui vont permettre
au fil du temps de déterminer la nature du grand retard scolaire, qui est peut-être très différente d'un élève à l'autre, mais aussi l'ampleur du retard scolaire et des interventions pédagogiques qu'on doit mener en fonction de ça. Et on propose aux enseignants de ne pas trop attendre avant de rencontrer les familles. Ça permet de désamorcer le stress, les inquiétudes, les incompréhensions. Donc, de peut-être pas attendre à la rencontre de bulletins. C'est une suggestion. On se rappelle aussi que les évaluations initiales ne servent pas d'outil de classement, mais servent à dresser un premier portrait de l'élève sans porter de jugement sur leur capacité à apprendre ou à avoir appris certaines choses et à progresser. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de l'auteure Elisabeth Coelho en Ontario qui dit que ce n'est pas éthique ni équitable de porter un jugement sur les compétences et les capacités des élèves sur la base d'apprentissage qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de faire. En terminant, je dirais que le protocole d'accueil, ça peut aussi inclure des activités pour les familles, des rencontres d'information sur le système scolaire, les programmes d'études, les parcours de formation, les attentes de l'école, les pratiques scolaires, le soutien que les parents peuvent apporter à leur enfant, un atelier d'information sur les ressources communautaires, un atelier de discussion avec les parents sur leurs valeurs, leurs attentes à l'égard de l'éducation de leur enfant, etc. Pour ce qui est de l'organisation des services, faut se rappeler que la question, c'est d'abord une question qui doit porter pas sur les modèles d'organisation des services, donc intégration directe en classe ordinaire versus intégration en classe d'accueil ou encore en classe d'accueil qui regroupe uniquement des élèves en situation de grand retard scolaire. Ce qui est important, c'est de privilégier des modalités de service qui vont être souples et qui vont pouvoir se transformer et s'adapter aux besoins des élèves qui évoluent. Et favoriser l'intégration partielle et graduelle des élèves en grand retard scolaire dans les classes ordinaires. Privilégier leur intégration avec des élèves du même âge, même si ça peut sembler contre-intuitif par moment, c'est préférable. Et d'exposer ces élèves-là à des pratiques, des approches, des stratégies d'enseignement efficaces et privilégier l'affectation du personnel qui souhaite relever les défis associés au travail auprès de ces élèves-là, puis qui ont développé idéalement des compétences en ce sens-là, ou qui sont intéressés à le faire et encourager, et à nous d'encourager leur formation continue. On sait que les services de francisation vont avoir tendance à se prolonger pour ces élèves-là en grand retard scolaire, qui, par ailleurs, peuvent recevoir des services tant et aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Et on se doute que pour ces élèves-là, on aura recours à la modification des attentes au regard des exigences des programmes d'études pendant un certain temps. Un mot sur les services complémentaires. Ces élèves-là sont pas considérés a priori comme étant en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, mais sont, comme je le disais, considérés comme des élèves à risque. Donc, on entend par élèves à risque des élèves qui présentent des facteurs de vulnérabilité qui sont susceptibles d'influer sur leur apprentissage ou leur comportement et risquent au regard de l'échec scolaire ou de leur socialisation si on n'intervient pas rapidement et de manière ciblée. Aussi rappeler que le sentiment de stabilité, de retrouver un sentiment de stabilité, de sécurité et d'équilibre va dépasser largement celle des apprentissages scolaires dans les premiers temps, du moins. Donc, on comprend que pour plusieurs élèves, les interventions ne seront pas nécessairement toutes de nature pédagogique et la présence de services complémentaires pour ces élèves-là peut s'avérer très importante et efficace, ce qui ne veut pas dire qu'on devrait leur offrir d'office dès leur arrivée. Encore une fois, les profils d'élèves sont très variés. La question du plan d'intervention revient souvent. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un ou on n'en fait pas pour les élèves en grand retard scolaire? On sait qu'une planification soignée des apprentissages, un plan d'action qui s'inscrit dans un continuum de services va permettre de répondre à leurs besoins. Est-ce que ça va être à travers l'établissement d'un plan d'intervention? Ça repose sur le jugement professionnel. Ça dépend de chaque élève, de ses vulnérabilités et des différents moyens qu'on souhaite mettre en place. Je vais passer rapidement parce que je vois le temps passer, puis je ne voudrais surtout pas prendre tout le temps de mes collègues. C'est la question des services d'enseignement de la langue d'origine qui peuvent avoir qui peuvent comporter des avantages pour ces élèves-là en grand retard scolaire et qui vont leur permettre, qui vont avoir des retombées positives en termes de développement simultané de leur littération en langue maternelle et dans leur langue, dans le français. Et
sans oublier tous les autres services possibles de tutorat, d'aide aux devoirs, et autres, les activités parascolaires, culturelles et sportives qui sont un levier très important d'intégration. Et je termine avec les activités qui soutiennent les transitions de ces élèves-là dans un continuum de services. Donc, que ce soit le passage de la classe d'accueil à la classe ordinaire, les différents ordres d'enseignement, des secteurs d'enseignement, ou quand l'élève passe d'un centre de service à l'autre, l'information ne suit pas toujours. Donc, de créer des canaux de communication, une planification claire, se tourner vers les services d'orientation pour ces élèves-là. Malheureusement, ils se retrouvent souvent dans des cheminements scolaires qui correspondent ni à leur potentiel ni à leur champ d'intérêt. Donc, une approche orientante va permettre de mieux les accompagner. Alors, Pascal et Rita, je m'excuse d'avoir pris un peu plus de temps que prévu, mais je vous cède la parole pour discuter des sphères d'intervention qui comprennent là, des leviers qui permettent à tous d'exercer leur pouvoir d'agir. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme Isabelle-Anne vient tout juste de présenter, il est vraiment nécessaire de se rappeler collectivement que malgré tout le bagage qui est porté par ces élèves, ils ont un avenir devant eux. Donc, il faut alors se poser la question, comment allons-nous les accompagner sur ce parcours-là? Nous souhaitons aujourd'hui, comme Isabelle-Anne le disait, utiliser une terminologie positive et vraiment mettre l'accent sur ce qu'ils sont en train de bâtir, comme plusieurs chercheurs le suggèrent, et de s'éloigner de la pensée déficitaire. Alors, ici, nous vous proposons un graphique, justement, sur cette diapositive, où nous avons justement souhaité illustrer le pouvoir d'agir que nous sommes venus placer au centre, donc exercer notre pouvoir d'agir. Et autour gravitent différentes sphères sur lesquelles, justement, nous avons une emprise et qui comportent divers leviers. Donc, parfois, certaines sphères vont nous sembler plus importantes dans notre quotidien, dans notre milieu scolaire, selon notre expérience ou notre expertise. Certaines sphères vont s'ajouter, d'autres vont s'enlever. Alors, ce graphique est vraiment une représentation de ce mouvement dynamique. Et les leviers que nous allons vous présenter aujourd'hui, en fait, certains sont universels, mais c'est vraiment, ce sont des leviers qui ont une portée très significative auprès des élèves en situation de grand retard scolaire. Alors, dans le cadre de ce midi-conférence, nous allons vous proposer rapidement 4 sphères sur lesquelles nous avons justement un pouvoir d'agir. Ces sphères ont été ciblées et identifiées par la recherche comme étant des éléments centraux lorsqu'on travaille auprès de ces élèves. Et avant de poursuivre, comme l'a indiqué Isabelle-Anne, nous souhaitons préciser que ce que nous allons vous présenter provient d'une recension des écrits de recherche empirique de livres publiés au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Alors voilà. Merci. Donc, débutons avec la première sphère qui est vraiment centrale lorsque nous travaillons auprès des élèves en situation de grand retard scolaire, les attitudes favorables à la réussite des élèves. Donc, dans le cadre de cette conférence, nous ciblerons 5 leviers d'action. Alors, le premier levier d'action est d'adopter... Isabelle. OK, tu peux adopter, c'est pour adopter une posture de collaboration. Donc, je vais y aller. Lorsque nous parlons de collaboration, ici, nous englobons vraiment tous les niveaux de collaboration. Donc, entre les différents membres du personnel, les différents secteurs, jeunes et adultes, les chercheurs universitaires, les familles, les partenariats avec la communauté. Isabelle-Anne, peux-tu, s'il te plaît? Merci. Alors, adopter une posture de collaboration va avoir un impact au niveau de la mise en place des actions. Comme Isabelle-Anne le mentionnait tantôt, des actions concertées, adaptées aux réels besoins des élèves et aussi de réviser régulièrement ces actions-là. Donc, nous allons avoir une visée de responsabilité partagée, un plan d'action qui est de plus grande envergure que ce qui est mis en place dans la salle de classe et bien sûr d'offrir des services adaptés aux élèves. Ça va permettre aussi un soutien accru lors des transitions, donc primaire, secondaire, secteur jeunes et adultes, d'avoir une démarche orientante en continuité et d'offrir des parcours qui vont être adaptés aux besoins de nos élèves. Et finalement, de percevoir les parents et les organismes communautaires comme des alliés. Alors, c'est possible cela en créant des espaces et des moments d'échange avec eux
Les chercheurs mentionnent beaucoup la communication à double sens entre les parents et l'école. Donc, contacter les parents personnellement, par téléphone, et essayer d'avoir aussi un contact régulier avec les parents. Deuxième levier d'action, c'est de mettre en priorité le bien-être de l'élève. Donc, lorsque nous analysons les besoins affectifs des élèves en situation de grand retard scolaire, comme Isabella nous a très bien fait le portrait tantôt, nous comprenons réellement l'importance de le mettre au centre de notre enseignement. Et le fait de mettre la priorité sur le bien-être des élèves va avoir un impact direct sur le lien de confiance qui va se créer entre eux et nous. Et comment nous allons pouvoir établir ce lien de confiance, c'est en leur proposant à eux aussi des espaces et des moments d'expression à travers des groupes de parole, des activités d'écriture collective, des ateliers d'expression théâtrale, par exemple, des activités parascolaires, culturelles, sportives, et favoriser vraiment l'accès à ces activités-là, bien sûr aussi à travers des comités d'élèves, par exemple. C'est aussi important de s'assurer d'avoir des relations pédagogiques de qualité. Pourquoi, en fait? C'est parce que ça permettra à l'élève, c'est certain, là, c'est d'une évidence, mais ça va permettre à l'élève de garder une estime positive de lui, de soi, et de prendre plus facilement des risques. Les chercheurs mentionnent aussi l'importance d'offrir un climat d'école et de classe sécuritaire pour que les élèves puissent justement bâtir de nouvelles expériences positives dans le milieu. Et finalement, d'établir des liens positifs et de confiance, de stable, confiance et durable entre tous les élèves et tous les adultes de l'école, parce que justement, c'est un facteur de réussite scolaire. Et cela est possible, par exemple, à travers un programme d'habileté sociale. Troisième levier d'action, c'est d'encourager une approche d'ouverture à la diversité culturelle et linguistique. Alors, sans surprise ici, ce qu'on veut, c'est une vision complémentaire et non concurrentielle des langues maternelles et des autres langues connues des élèves. Malgré l'interruption de scolarisation ou l'absence de scolarisation que les chercheurs mentionnent formelle, ces élèves-là arrivent avec des ressources. Alors, il faut reconnaître ces ressources-là et s'engager dans une démarche additive qui permettra justement à ces derniers de s'engager à fond en utilisant toutes leurs ressources. Quatrième levier d'action, faire preuve de patience et maintenir des attentes élevées. C'est vraiment très important d'être patient lorsque nous travaillons auprès des élèves en situation de grand retard scolaire parce que, oui, ils peuvent progresser plus lentement. Et certains chercheurs ont même à mentionner qu'ils peuvent prendre presque le double du temps nécessaire par rapport aux autres élèves qui ont des bases en littératie. Alors, oui, c'est une course contre la montre. Oui, ce sont des élèves qui ont besoin de plus de temps, mais parallèlement, il faut toujours maintenir des attentes élevées. Alors, nous, notre posture va avoir comme impact d'offrir un terrain fertile aux apprentissages, tout en ayant confiance dans leurs capacités, dans leur potentiel, comme Isabella le disait, en le nommant aux élèves que nous croyons en eux. Et aussi, ça va avoir comme impact d'éviter les conclusions hâtives. Donc, d'offrir de la flexibilité pédagogique et proposer des activités de haut niveau qui vont présenter des défis cognitifs aux élèves. Et le dernier levier, qui a un impact au niveau, un dernier levier sur lequel nous avons un pouvoir, c'est de s'engager dans une démarche de formation professionnelle, comme aujourd'hui. Et cela, c'est en mettant en place des pratiques inclusives, équitables, efficaces, qui permettront justement aux élèves de progresser plus rapidement, qui permettront de faire émerger des comportements et des habitudes de lecteurs et de scripteurs compétents, et bien sûr, de former des partenariats avec des chercheurs, des spécialistes du milieu et de favoriser le réseautage. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec la deuxième sphère sur laquelle on peut exercer son pouvoir d'agir et je suis désolée à l'avance pour mes problèmes de voix. De nombreux leviers d'action sont associés à l'environnement pédagogique, mais aujourd'hui, nous souhaitons mettre l'emphase sur 4 d'entre eux, 4 leviers d'action qui nous semblent très importants lorsqu'on accueille les élèves qui ont été peu ou pas en contact avec la littératie auparavant. Le premier levier d'action, c'est l'instauration d'une routine de classe. Notre revue des écrits a mis en évidence l'importance des routines dans l'organisation des activités d'apprentissage, mais également au sein même des activités du travail lui-même, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est rassurant.
c'est rassurant. Ça offre un cadre de vie qui est stable et prévisible, une routine, parce que les élèves vont être capables d'anticiper ce qui vient et de comprendre leur environnement. Cela répond également aux besoins de sécurité. Donc, des routines qui sont constantes vont favoriser une intégration et favorisera du coup le développement de l'autonomie graduellement en classe, mais également hors classe. C'est une façon aussi d'apprendre et de comprendre ce qu'on attend d'eux comme élèves, hein, les différentes facettes du métier d'élève, là, l'expression qu'on entend souvent là, dans le réseau. Ça va impliquer un travail systématique, hein, de notre part, de la part des enseignants, un travail systématique en lien avec les méthodes de travail, l'organisation, les pratiques, la culture de l'école. Concrètement, là, c'est presque de l'enseignement explicite là, au niveau de la gestion du matériel scolaire, la gestion du casier, les tours de parole, l'utilisation des différents lieux publics aussi, là, comme les toilettes, la cour de récréation, etc. Donc, ces routines, ces comportements qui vont se répéter au quotidien, bien, ils vont devenir une excellente préparation à ce qui sera attendu dans la classe ordinaire, hein, où les élèves vont devoir faire preuve de davantage de débrouillardise, puisqu'ils vont faire partie d'un groupe plus grand et où le rythme d'enseignement va être plus soutenu, par exemple. Un deuxième levier d'action concerne les regroupements d'élèves. Donc, des regroupements d'élèves qui sont stratégiques selon nos intentions pédagogiques. Hein, l'idée, là, c'est d'organiser physiquement la classe de manière à favoriser le travail en sous-groupe, l'apprentissage coopératif, la négociation de sens entre les élèves, parce qu'on va viser là, de façon plus générale à favoriser les interactions et les rétroactions entre les élèves. Parmi les modalités de formation des équipes, bien, nous savons que les équipes qui comprennent les élèves qui ont des compétences linguistiques différentes peut être une stratégie qui est gagnante. Pour l'élève plus fort, cela permet notamment de développer ses capacités métalinguistiques et de favoriser son estime de soi. Tandis que pour l'élève plus débutant qui se fait aider par un père aux compétences supérieures, mais c'est une occasion de recevoir des explications et des rétroactions d'une personne autre que l'enseignante et parfois dans des mots même plus compréhensibles, plus simples pour lui. C'est également une occasion en art de développer sa compétence à l'oral en contexte authentique d'échange. Puis tout ça dans un cadre bienveillant, ben, ça peut mener des fois à favoriser les prises de risques là, par ces élèves-là là, qui sont à leur début. Un troisième levier d'action associé à l'environnement pédagogique, c'est d'offrir un cadre d'apprentissage stimulant, hein, sur les plans de la littératie, mais également de la numératie, qui permet la manipulation de l'écrit là, sous toutes ses formes, dans différents contextes et qui suscite l'intérêt pour la lecture notamment. Donc concrètement, comment ça peut se traduire? C'est par exemple un choix de matériel didactique et d'apprentissage culturellement signifiant, hein. Par exemple, l'élève peut avoir accès à des cahiers d'activités qui ont des personnages qui représentent la diversité culturelle ou encore qui abordent des enjeux de changement climatique qui vont au-delà là, de notre situation géographique québécoise, là, qui vont aller explorer aussi ailleurs dans le monde. Euh, Au niveau de notre enseignement, c'est aussi de créer des occasions pédagogiques pour inviter les élèves à partager leur culture au reste de la classe de différentes façons. C'est également de mettre à la disposition des bacs de livres de formats variés qui sont adaptés au niveau de littératie des élèves, mais également en fonction de l'âge, qui peut être un défi au secondaire. Trouver des albums simples, mais pour les adolescents. Euh, des albums aux structures répétitives, hein, ça pourrait faciliter les prédictions. Des albums avec des photos qui sont pertinentes, des images qui sont claires, ça va permettre de soutenir la compréhension réelle là, du texte là, des élèves, là, des images, des photos qui sont vraiment à côté du texte et qui ne seront pas une source de distraction, mais plutôt une source de soutien à la compréhension. C'est super important. Et enfin, sur ce point, c'est d'offrir un cadre d'apprentissage qui est stimulant, hein, qui est également, c'est d'avoir des supports audio et visuels riches et le plus authentiques possible, avec des sujets qui les touchent de près, des images qui sont vraies, des photos en couleur quand c'est possible, de tirer vraiment profit du réel. On peut même exploiter des photos que les élèves ont prises d'eux-mêmes ou eux-mêmes, pardon, dans leur environnement et qu'on peut exploiter au niveau des murs, au niveau des référentiels, au niveau de nos activités. Et comme certains élèves n'ont peut-être pas eu accès aux outils numériques, eh bien, ça peut être vraiment
peut-être une piste stratégique de privilégier, d'intégrer le numérique à nos activités également. Et finalement, le dernier levier d'action associé à l'environnement pédagogique, c'est de fournir un affichage qui est riche, qui comprend notamment des référentiels pour les élèves. Donc, concrètement, quelques exemples des phrases de démarrage pour soutenir les élèves dans les productions, tant à l'oral qu'à l'écrit. Ces phrases à compléter ou ces phrases trouées peuvent être sur une grande affiche, mais également sur des bandelettes, par exemple, que l'élève peut venir emprunter pour les utiliser à son pupitre pour compléter sa tâche. Et on voudrait une rotation des phrases de démarrage vedette lorsque nos élèves maîtrisent ces formules. Un mur de mots plurilingue selon la thématique à l'honneur. Donc, je n'irai pas plus loin là, au niveau de ces exemples-là parce qu'il existe un excellent web documentaire là, des histoires et des mots qui a aussi des sections là, qui expliquent comment bien les exploiter et on a mis le lien là, à la fin du diaporama. L'idée aussi d'une ligne du temps géante là, sur laquelle on peut y consigner nos sorties ou les événements qui ponctuent notre année au fil des semaines, ou encore on peut situer dans le temps les lectures effectuées pour apprécier le volume qui a été lu, mais aussi pour croiser le fer avec les contenus disciplinaires. La ligne du temps, elle est importante à comprendre et, en mathématiques, en histoire aussi. Donc, des savoirs qui vont lui être utiles une fois en classe ordinaire. Notre affichage peut aussi comprendre des procédures et aussi une autre stratégie, c'est d'afficher l'information au moyen d'organisateurs graphiques là, variés pour aider les élèves à organiser les informations et à les connecter entre elles, là, les nouvelles informations sur le déjà là. Donc, je n'irai pas plus loin. Je vais laisser maintenant Rita là, aborder plus spécifiquement les approches pédagogiques. Si je peux juste me permettre, je vois le temps filer. Est-ce que vous voulez que je poursuive ou oui, OK. Bien, certainement. Oui, vas-y. Parfait. Alors, très, très rapidement, les approches pédagogiques et les stratégies d'enseignement ont un impact direct auprès des élèves en situation de grand retard scolaire. Ça forme vraiment la troisième sphère d'action que nous souhaitons vous présenter. Donc, je vais y aller très brièvement. Aujourd'hui, nous vous proposons 3 leviers d'action. Donc, premièrement, d'adapter les activités à la réalité bilingue et plurilingue des élèves. Donc, voilà, comme mentionné tantôt, on veut offrir un soutien scolaire dans les langues maternelles des élèves. Alors, comment pouvons-nous faire ça? C'est permettre justement aux élèves de recevoir des explications du sens des mots ou des nouveaux concepts dans leur langue maternelle ou une langue dans laquelle ils se sentent plus à l'aise, d'annoter un texte, par exemple, de leur permettre d'avoir des réflexions métalinguistiques, de comparer les langues, par exemple, pour leur permettre une diminution de la surcharge cognitive. Et il y a des chercheurs qui recommandent de proposer des thèmes près de la réalité des élèves, par exemple, de débuter l'année avec le thème de l'immigration. Ainsi, ça permet à l'élève de se sentir connecté à la vie de l'école, de mettre en avant ses expériences de vie, ses connaissances antérieures. Deuxième levier d'action, offrir du modelage et de l'étayage. Donc, ce sont des approches bénéfiques pour tous, mais les chercheurs mettent énormément d'importance et privilégient beaucoup le modelage et l'étayage pour justement permettre à ces élèves de travailler dans leur zone proximale de développement et de recevoir des modèles explicites. Alors, ce qui est vraiment important à se rappeler, c'est qu'il faut partir du niveau où est l'élève. Donc, c'est très important de connaître nos élèves, de s'intéresser à eux, de leur offrir énormément de rétroactions fréquentes. Et au niveau de la différenciation, c'est de leur permettre de mobiliser des apprentissages de haut niveau. Par exemple, comme Pascal vient tout juste de nommer, les organisateurs graphiques où on vient justement organiser du contenu, eh bien, pour nos élèves en grand retard scolaire, c'est vraiment très difficile pour eux d'aller mobiliser toutes ces connaissances-là. Alors, de leur offrir ce tremplin, ces exemples concrets où ils vont devoir venir organiser leurs pensées, ça va être extrêmement bénéfique pour eux. Un autre exemple, ce sont les phrases modèles. Donc, pour investir le vocabulaire, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est, selon votre intention, selon ce que vous voulez que vos élèves apprennent, vous écrivez des phrases, un paragraphe. Par la suite, vous allez vous faites justement un texte troué, vous allez enlever ces mots-clés-là et vous proposez le texte aux élèves. Et après,
en sous-groupe, à l'oral, les élèves vont devoir aller justement essayer de trouver, de mobiliser leurs connaissances pour aller trouver ces mots-là. C'est un autre exemple comment vous pouvez justement mettre en place l'étayage. Et le dernier levier, c'est de proposer un enseignement stratégique. Donc, la recherche démontre à quel point c'est important d'avoir un enseignement explicite au niveau des habiletés en littératie chez ses élèves, au niveau des phonèmes, par exemple, donc la conscience phonémique, la fluidité, le vocabulaire, le développement de la compréhension en lecture. Et un des procédés qui a été démontré efficace auprès d'eux, c'est l'enseignement réciproque. Si cela vous intéresse, vous retrouverez à la fin un article qui vient résumer les grandes lignes de ce procédé. Il y a aussi ton mémoire de maîtrise, Rita, qui porte là-dessus auprès des élèves en grand retard scolaire, qui est très intéressant par ailleurs. Oui, merci. Oui, alors, je poursuis avec la dernière et quatrième sphère où il est possible d'exercer son pouvoir d'agir. C'est l'étape de la planification d'une tâche. Et à cette étape, un choix stratégique de modalités peut réellement soutenir le développement des compétences en littératie de nos élèves. Donc, on a soulevé 6 leviers d'action. Pour commencer, l'élève qui a grandi dans une culture à dominance orale et qui a été peu ou pas en contact avec l'écrit pourra avoir besoin de manipuler des objets concrets pour mieux intérioriser et comprendre les concepts. D'ailleurs, De Capois, Marshall et Tang invitent les enseignants à prévoir des modalités graduelles permettant de se détacher du concret, du 3D et aller vers le 2D, le papier-crayon, l'abstrait. Et cette transition vers le 2D, elle pourrait être facilitée par un choix de photos en couleur pour migrer progressivement là, vers des images noir et blanc et un petit peu plus abstraites. Donc, il y a comme un continuum là, à prévoir, à planifier à ce niveau-là. Ensuite, c'est de planifier des activités qui travaillent à la fois à l'oral et l'écrit. Hein, c'est d'éviter de travailler les compétences de façon isolée. Alors, même pour une tâche écrite, on va essayer de prévoir une activité préalable à l'oral là, pour s'exercer avec les structures langagières, par exemple, qui vont être mises à profit à l'écrit. Le troisième point, ce serait de tenir compte que plusieurs des élèves qui entrent dans nos écoles sont souvent membres de cultures collectivistes, hein, c'est-à-dire qu'ils placent les intérêts du groupe avant l'individu, où l'apprentissage est un effort de collaboration et la responsabilité individuelle, elle est minimisée. Donc, pour l'enseignant, une idée, c'est de proposer un équilibre dans des tâches d'équipe, par exemple, avec des tâches à responsabilité partagée et quelques tâches à responsabilité individuelle pour migrer doucement, progressivement vers un peu plus le style de notre système éducatif. Un quatrième levier, c'est de miser sur des activités langagières engageantes. On sait que l'apprentissage de la langue ne devrait pas être dissocié de manière systématique de l'apprentissage des contenus scolaires. Les élèves apprennent la langue de manière beaucoup plus efficace lorsqu'ils l'utilisent pour construire leur savoir et développer leurs compétences à travers les différentes disciplines du programme. C'est la responsabilité de l'apprentissage de la langue. C'est une responsabilité qui est partagée comme ça a été nommé un petit peu plus tôt. Et donc, il n'y aurait pas lieu d'accentuer le retard scolaire de certains élèves en se concentrant uniquement sur l'apprentissage de la langue comme objet. L'idée, c'est vraiment de croiser la langue et les contenus disciplinaires et de viser des activités qui vont être engageantes, là, tant sur le plan cognitif qu'affectif. L'avant-dernier point, levier d'action, c'est vraiment de proposer là, des tâches qui sont pragmatiques, hein, qui ont une portée réelle. Par exemple, si on dessine un plan en mathématiques, le plan d'un jardin, bien, l'idée, c'est d'aller en faire un vrai dans la cour aussi, là, de faire le pont, le concret. Les élèves ont besoin aussi de situations qui sont signifiantes, contextualisées, liées à leurs connaissances antérieures, à l'environnement, et puis progressivement, on ouvre là, vers l'actualité, le monde du travail, etc. On va vouloir des documents qui sont le plus authentiques, qui favorisent l'engagement scolaire des élèves, qui font du sens et qu'on prévoit divers moyens d'expression, tant à l'oral qu'à l'écrit, tant verbal que non verbal. On pense notamment à des textes identitaires,
des ateliers théâtraux, mais il y a vraiment une grande variété de moyens. Et ce qu'on va vouloir, on va retenir, c'est vraiment de varier les moyens d'expression. Et enfin, on en a parlé déjà un petit peu, là, mais l'idée de mobiliser le répertoire linguistique des élèves, et on va garder en tête pour s'appuyer sur les connaissances déjà acquises pour construire les nouvelles, et bien entendu dans une optique de suivre le principe du proposer sans imposer, hein, parce qu'on ne connaît pas la relation qu'a l'élève avec ses différentes langues non plus. Cette quatrième sphère là, vient compléter notre présentation là, de leviers d'action importants que nous avions ciblés. D'après notre ascension des écrits, retenons qu'il y en a beaucoup d'autres. Ce n'est pas un portrait qui est exhaustif et que la durée de la présentation ne nous permettait pas de plonger là, très en profondeur là, dans chacun d'eux, malheureusement. Nous avons préféré vous offrir plusieurs excellentes pistes variées pour intervenir à court et à moyen terme. Pour ceux et celles qui souhaiteraient toutefois aller plus loin, eh bien, sachez que de nombreuses ressources sont à votre portée déjà sur le web et les liens sont indiqués à la fin du diaporama. Plusieurs recherches, des projets novateurs vraiment intéressants et des web documentaires ciblant en partie ou totalement cette clientèle ont été menés ici là, au Québec, et on souhaite en mettre quelques-unes en valeur. Et Isabelle-Anne, là, je te laisse le mot de la fin. Ben, en fait, je préférais prendre le temps parce que notre conclusion, en fait, c'était les messages à retenir. Donc, ce sont des choses qu'on a mentionnées pendant la présentation, mais c'était vraiment les messages clés qu'on souhaitait pouvoir vous regrouper en une diapo. Je pense que je profiterai des quelques secondes, mais nous, on serait disponible encore quelques minutes pour répondre aux questions pour ceux et celles qui peuvent le faire. Il est 1 heure et je pense que pour certains, ça va être le retour en classe ou au travail. Donc, voilà, je vais départager mon écran. Et merci beaucoup, mesdames, pour la présentation. Avant de passer à la période de questions, je vais simplement arrêter l'enregistrement pour ne pas que ça paraisse justement dans notre enregistrement. Donc, pour ceux qui doivent nous quitter, on comprend, hein,